Bonjour Monsieur Ploncart-Lassac. Bonjour Diane, merci d'être venu une fois de plus de Reims, malgré la grève. Malgré la grève, on fait comme on peut. Bonjour monsieur. Eric, merci d'être là aussi, malgré vos occupations un petit peu anarchiques. en dents de scie, mais ça c'est pas de votre faute. Bonjour, et merci à vous Jean-Luc. C'est une première pour vous, enfin une première relativement pour l'entretien, oui. Mais déjà depuis un bon bout de temps, vous nous aidez énormément dans la post-production des entretiens, des conférences, etc. Tout à fait. Et il y aura une chose dont on parlera tout à l'heure, je pense, au cours de l'entretien, que je vous demanderai de faire pour le montage et de l'entretien et de la conférence de cet après-midi. D'accord. Eh bien, feu comme vous voulez. La grève de la SNCF et sa future ouverture au marché privé illustrent le vol et la dénationalisation de nos outils de pouvoir. Faut-il nationaliser toutes les entreprises françaises? Alors, je ne dirais pas toutes. Mais il faut que toutes les entreprises qui sont des instruments de pouvoir de l'État, justement dans tout ce qui concerne l'énergie, les transports, même sans devoir nationaliser complètement, il faut que l'État ait un droit de regard et la majorité, de façon à donner la ligne et supprimer. Donc, le problème, c'est que ce que l'on peut revendiquer en tant que nationaliste, évidemment, ne peut marcher que si on est au pouvoir. Parce que ce n'est pas avec un pouvoir acquis au mondialisme, à la Macron, Sarkozy et tutti quanti, que ça servira à quelque chose. De toute façon, ils ne le feront pas. Donc, pour nous, pour l'instant, c'est un vœu pieux, mais il est évident que si jamais un jour on arrive au pouvoir, ce sera ça la ligne. Nationalisation, et sinon nationalisation totale, la mainmise de l'État sur la majorité des entreprises qui servent au fonctionnement de la nation. Et vous n'avez pas peur qu'on taxe cette volonté de nationaliser, que ça puisse dériver vers un communisme? De marxisme. Marxisme. C'est un moyen, ça n'a pas de connotation nécessairement idéologique, c'est un moyen. Et il faut dire tout de même qu'avec le développement de la société sur le plan technique, etc., il y a des choses qu'on ne peut pas laisser entre les mains d'entreprises privées sans un contrôle de l'État. Et parce que, en fait, tout cela doit être pour le bien commun, toujours la même chose. Le 13 mars dernier, 400 salariés d'EDF ont manifesté devant le Parlement européen pour dénoncer la mise en vente et donc la privatisation des barrages français, jusqu'alors exploités par EDF. Que pensez-vous de cette mise en concurrence réclamée depuis plus de 10 ans par le Parlement européen? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on veut tout mélanger, supprimer justement tout ce qui est instrument de pouvoir de l'État. On éparpille tout. Et alors, il y a tout de même un scandale là, parce que ces barrages, ça a été construit avec l'argent des Français, non? Et si on remboursait les Français des frais des barrages avant de les donner à des entreprises privées, voire à l'étranger? On les donne, voilà. On les rachète, non, j'imagine. Les Français ne verront pas un sou de cela. Ce sera l'État, mais l'État c'est nous, par l'argent que l'on donne. Mais si l'État ne va pas redistribuer ça dans la poche des Français, voyons. C'est une arnaque de première, une de plus. Avec Macron, vraiment, Macron, c'est tout ce qui est antinational et nôtre, comme disait Maurras, mais dans l'autre sens. Tout ce qui est antinational, c'est lui. Selon vous, une bonne politique, c'est une politique d'accumulation de puissance. Mais bien entendu.
L'État, s'il veut être indépendant, doit accumuler tous les instruments de puissance, de souveraineté. Alors, la Cour des comptes vient de dévoiler un vol scandaleux des Français à hauteur de 134 milliards d'euros par le biais du financement de l'énergie verte. Quel avis portez-vous sur cette affaire? C'est quasiment, je vais faire la même réponse que je viens de faire. C'est la même chose, ça rentre dans le même cadre. Les Français sont de plus en plus méfiants envers les vaccins. Le Parlement européen joue la carte de la censure en minimisant les séquelles et décès de nombreux enfants. Quel est selon vous l'objectif derrière cette affaire? Vous avez déjà traité la question. J'ai déjà traité la question, justement. Et, bon, je ne suis pas contre tous les vaccins. Il y a des vaccins qui sont nécessaires, qui ont rendu des services jusqu'à présent, notamment contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Bon. Ce qui m'intrigue, c'est plus qu'à m'intriguer, parce que j'ai ma petite idée tout de même sur les raisons cachées de toute cette campagne vaccinale, ce qui m'intrigue tout de même, c'est cette volonté d'imposer, tant qu'il n'y a plus de liberté, pourtant on vit en République, liberté, égalité, fraternité, il n'y a plus de liberté, vous faites ça et vous ne discutez pas. Or, on sait très bien que ces nouveaux vaccins, de par leur support, sont dangereux. Ce n'est pas nécessairement le vaccin en lui-même qui est dangereux, mais c'est le support qu'il y a derrière. Ils ne se donnent même pas la peine d'essayer de changer le support. Alors qu'il y a 36 000 études scientifiques qui démontrent les conséquences de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que l'on avance, justement. Alors, pourquoi cette campagne vaccinale? Et là, je dirais presque que poser la question, c'est donner la réponse. Et je rappellerai pour la 10e, 20e, 30e fois, comment se fait-il qu'une ministre juive de la République française, Madame Agnès Buzyn, impose aux Français ce que ces corréligionnaires d'Israël n'imposent pas aux Israéliens. Pourquoi ce qui est bon pour les Israéliens ne serait-il pas bon pour les Français ou inversement? On veut affaiblir le peuple français. Il y a une campagne derrière. Et alors, le plus beau, puisqu'on parle de vaccin, c'est que j'ai vu tout dernièrement, une information qui m'a été transmise, c'est qu'il y a un vaccin qui vient d'être mis au point sur les animaux pour stériliser. Les animaux. Ensuite, le peuple. Le vaccin sert à stériliser, en fait. L'expérience a été faite sur les animaux. Sur les mammifères. Sur les mammifères. Nous sommes des mammifères. Donc vous voyez. Si le mari de Madame Buzyn, M. Lévy, s'accroche à son poste, peut-être qu'il pourra l'engager aussi comme consultant dans la matière médicale sur ce sujet. Alors oui, une chose, vous faites bien de faire allusion à ça. Ce qui est aussi de très intéressant, c'est de noter que et Madame Buzyn et son mari sont partie prenante auprès des grands laboratoires. Conflit d'intérêts. À qui? Conflit d'intérêts. En matière de sécurité routière, la privatisation des radars va augmenter de 10 millions le nombre de flashs par an. Comment expliquer ce racket de plus en plus visible? Que malgré tous les impôts directs et indirects que chaque année, chaque nouveau président de la République crée, ils n'ont pas encore assez d'argent. Il faut tout de même nourrir, vêtir, loger tous les migrants, réfugiés politiques, émigrés, etc. Enfin, il y a tous les noms de la langue française pour expliquer l'avalanche qui nous arrive, qu'ils provoquent eux-mêmes, enfin que nos pouvoirs publics provoquent eux-mêmes. Donc il faut gérer tout ça. Mais c'est pas le SDF français qui en bénéficiera. Donc tout ça, donc cette histoire de privatisation de la sécurité routière, c'est un impôt indirect de plus. Alors, qui sont les Black Blocs et que traduit leur retour en marge des manifestations du 1er mai? Alors, ce qu'il y a d'admirable, je trouve, dans notre monde politique et politico-médiatique, c'est leur capacité d'invention de nouveaux mots. Parce que les Black Blocs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait du temps de M. Valls,
Emmanuel, et juif séfarade d'origine baléare, faut tout de même rappeler ça. Et ça s'appelait à l'époque la nuit debout. Les nuits debout, on disait les nuits debout parce qu'ils passaient la nuit debout pour protester, etc. Mais est-ce que vous vous rappelez comment s'étaient passées ces manifestations? Ils cassaient tout. Ouais. Et la police ne faisait pas grand-chose. Elle se faisait casser. Ah oui, elle se faisait casser la figure. Elle se faisait casser la figure. Bon. Mais dans le même temps, le petit Valls, qu'est-ce qu'il faisait quand il y avait la manif pour tous? Les papis, les mamies, que l'on traînait de force dans les commissariats. Il les gazait. Alors, j'ai une image que je rappelle constamment. Comment est née la Révolution française et donc la République qui s'en est suivie? Par l'action de la racaille des bas-fonds de Paris, stipendiée par l'argent qui anglais, qui juif, qui de cette espèce d'imbécile et criminel de Philippe Égalité payait ses hordes, ce que ce brave Louis XVI prenait pour le bon peuple de France, et auquel il interdisait ses gardes suisses de tirer dessus. Et il les a laissés massacrer à Versailles. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas une tendance particulière pour Louis XVI. Parce que ce que nous vivons, il est un des premiers responsables. Donc pour répondre à votre question sur le Black Bloc, c'est un nom différent, mais c'est exactement la même racaille. Donc en fait, on utilise les anarchistes pour créer mais bien entendu, ils ont besoin du chaos, faire peur aux bourgeois. Parce que quand même, si l'État était honnête dans ses réactions, prétendues réactions sécuritaires, est-ce que vous croyez qu'il n'y aurait pas moyen de filtrer toute personne ayant un sac à dos et voir ce qu'il y a dans le sac à dos? Non? Mais une volonté de laisser faire, c'est tout. Pouvez-vous revenir sur les dernières manifestations d'étudiants? Que pensez-vous de l'université pour tous? L'université ne peut pas être pour tous. L'université est un aboutissement et une étape pour ce qui doit être, se définir au fur et à mesure des étapes, être les meilleurs. Or ça, c'est une notion qui, en République, est bannie. Surtout pas de sélection, surtout pas de meilleur. Tout le monde à égalité, mais égalité en bas. Donc, dans ce problème d'éducation nationale, notre position en tant que nationaliste est toute simple. À toutes les grandes étapes de l'enseignement d'un enfant, il faut qu'il y ait un concours, un barrage, où l'on puisse tester ses capacités. Parce que sinon, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive à un engorgement des universités, où il n'y a plus de place, des amphithéâtres bourrés assis à plus de 600 personnes. On fabrique des pseudo-intellectuels revendicatifs, mais très utiles pour la République, parce que ça donne de futurs révolutionnaires. Parce qu'ils sont mal dans leur peau. Parce qu'ils sont incapables de trouver leur voie, parce qu'ils n'ont pas leur capacité. Alors tout ça c'est un ensemble. D'une part, il faut promouvoir, faciliter le travail aux meilleurs, que de quelque classe sociale que cela soit. Il faut que l'État, à ce niveau-là, participe pour aider ceux qui sont issus de classes, je dirais pas défavorisées, mais populaires, parce que sinon si je dis défavorisées, on va tout de suite penser au quartier. Alors il peut y en avoir, mais le but c'est pas ça. Le but c'est, d'une part, favoriser tout ce qui est de notre souche, les favoriser, par rapport à ce qui est étranger. Alors, des étrangers peut-être admis, mais en nombre très limité en fonction de leur capacité. Et dans le même temps, promouvoir le travail manuel, que l'on méprise. Hein, ces grands égalitaires, travail manuel.
c'est un enrichissement. Moi, je connais des gens, des jeunes, qui ayant fait des études universitaires, se sont retransformés dans une carrière de manuel, qui, dans les bénisteries, menuiseries, restauration de pierres, de statues, etc., de peinture, restauration de peinture, il y a quelque chose qui peut être exaltant, parce qu'ils sont créateurs de beauté. Sans ces métiers-là, la beauté que nos anciennes générations ont créée vont disparaître. Tout ça parce qu'on veut faire des intellectuels de tout le monde. Il faut arrêter. Mais ça, c'est contraire à la mentalité de la République, société soi-disant égalitaire, mais qui est anti-égalitaire de façon détournée. Et surtout, dans un premier temps, l'agriculture et l'artisanat, c'est des sources d'abord d'indépendance, et puis donc source de gens qui pensent par eux-mêmes. Ben, bien entendu, mais surtout pas. Mais surtout pas. Il faut casser tout ce qui peut être indépendant sur le plan financier et intellectuel. Or, c'est des métiers comme ça, c'est le propre justement de quelqu'un qui veut être indépendant, qui veut travailler pour ceux qu'il aime, et pas simplement pour gagner bêtement sa croûte, comme un staccanoviste dans une usine ou un truc comme ça. Mais on voit très bien comment la République judéo-maçonnique veut canaliser les peuples, et pas simplement en France. Pourquoi est-ce que tout est fait pour retirer les outils de fonctionnement dans les campagnes? Tout disparaît. La police disparaît, la poste disparaît, la gendarmerie disparaît, les tribunaux disparaissent. Si bien que les gens, ils s'en les poussent tout doucement vers la ville, vers la ville, vers la ville. Les hôpitaux disparaissent. Plus de maternité. Les urgences. Plus d'urgences dans les campagnes. Il y avait des hôpitaux qui ont fonctionné jusqu'à présent. Et il y avait moins de morts dans ces hôpitaux de campagne que dans les grands hôpitaux des grandes villes. Pouvez-vous revenir sur dans les dernières manifestations, on vient de le faire. Au nom de la laïcité, les écoles publiques d'Avignon, Saint-Roch et Saint-Jean vont être débaptisées. Saint-Gabriel, Saint-Ruf et Sainte-Catherine seront également concernés. Comment expliquez-vous cet acharnement, notamment contre la... Je m'étonne un petit peu de cette question, parce que... Bon, je vais y répondre quand même, mais c'est l'éternelle haine de tout ce qui est... de cette république judéo-maçonnique, en tout ce qui représente nos symboles chrétiens. Ils sont obsédés. Et là, c'est du fait que ce soit des écoles publiques, en fait. Oui, mais alors probablement ces écoles publiques se sont installées sur d'anciennes écoles chrétiennes. Et rappelez-vous l'action du petit père Combe et compagnie, qui a tout fait pour enlever l'enseignement des mains des confréries chrétiennes, etc. Donc tout ça, certainement, ces noms-là viennent d'anciennes écoles qui étaient catholiques au départ. Évidemment, ça leur donne des boutons. Mais alors bon, et les fromages, Saint-Albret, on va l'appeler l'Albret, etc., etc. Saint-Étienne, la ville, on va l'appeler Étienne. Non, mais c'est du délire. C'est du délire. Ces gars-là, on devrait les enfermer. C'est comme l'intervention de cet intellectuel de second ordre là, à la radio, qui disait que l'ascension, c'était la montée de Jésus au ciel. Qu'est-ce que ça faisait comme jour férié? Pourquoi ne pas mettre plutôt un autre jour? Et alors, l'autre jour proposé, c'est l'abolition de l'esclavage. Oui, l'abolition de l'esclavage. On peut en rajouter un. Alors moi, l'abolition de l'esclavage, je suis tout à fait pour. Hein. Je suis tout à fait pour. On peut même rajouter un. Mais alors là, la grande escroquerie de ceux qui nous bassinent avec ce genre d'histoire, c'est que quels ont été les esclavagistes à l'époque? Ceux sans doute pour lesquels travaille le monsieur qui a dit ça à la radio, et non, je n'arrive plus à me souvenir du nom. Ce qui en l'occurrence n'est pas très grave. C'est curieux. Oui. Quand M. Califat du CRIF s'associe en applaudissant manifestation contre l'esclavagisme, il ne voudrait pas faire un rappel historique de l'action de ces coreligionnaires au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle
Et puis un nom célèbre dans notre politique française, dont un des ancêtres a été un des grands esclavagistes. Mendès France. Mendès France. Ouais. C'est curieux comme ces gens manquent de culture politique. Ils auraient besoin d'un vaccin, là, de rappel historique. 11 vaccins historiques. 11 vaccins historiques. Non, mais c'est à hurler. Cette hypocrisie. Oh, bon, bref. Alors, un de vos correspondants vous a transmis des informations sur l'origine maçonnique, voire satanique, des logos utilisés en informatique. Google Chrome, Apple Store, Gmail. Que pourriez-vous nous dire sur l'importance des symboles? Alors pour eux, c'est fondamental. C'est fondamental, et plus que pour certaines de nos élites catholiques qui abandonnent les symboles. Et je voudrais rappeler par exemple l'exemple du journal La Croix. La Croix qui a très bien commencé comme étant un journal qui critiquait toutes les idées de la Révolution française, antisémite, antimaçonnique, etc. Et vous connaissez la citation de la revue Acacia que je donne très souvent, comme quoi ils vont racheter les parts, etc. avec l'État, les francs-maçons et les juifs. Ils vont modifier la teneur du journal. La Croix a supprimé la Croix. Il figurait, il ne reste plus que le nom, mais le nom qui ne veut plus rien dire. Donc, pour répondre à votre question, c'est toujours la même chose. Eux sont obsédés pour imposer leur symbole, alors qu'en face, c'est on baisse sa culotte, on baisse sa culotte, on baisse sa culotte. Mais les symboles sont surtout la marque d'un pouvoir réel. Mais bien entendu. Mais regardez les monuments, regardez la défense, etc. Tous ces trucs-là, ce sont des symboles maçonniques qui nous imposent. Regardez, ça j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, si vous vous promenez devant l'hôtel de ville à Paris, oui, sur le pavage. Sur le pavage, qu'est-ce qu'on trouve quand il n'y a pas des temps d'exposition de différents trucs? Parce que c'est pas toujours que c'est visible. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve... Un chandelier, non? On trouve... oui, 2 menorahs. Attends, une seule, en forme de bateau inversé. Non, attendez, c'est 2 menorahs, une menorah. Une menorah et 2 fleurs de lys inversées. J'ai jamais remarqué les fleurs de lys. Mais dans l'autre sens, ça donne un bateau, le symbole de Paris. Si, ça dépend du sens dans lequel... Pas tellement, non, pas tellement. Donc quand on regarde dans un sens, ça représente... Il y a un livre de Stefan Zandt, je ne sais jamais prononcer correctement son nom, justement sur les bâtiments, les symboles maçonniques des bâtiments de Paris. Et j'ai d'ailleurs reproduit dans la politique, il y a plusieurs mois, la photo justement de ce parvis, et apparemment ça vient de Chirac. Sous Chirac, ça a été fait. Ça nous rappelle la pyramide du Louvre et d'autres. Mais oui, tout ça. La pyramide, c'est même pas la pyramide du Louvre, il y en a 4. Il y a la grande pyramide et il y en a 3. Oui, et tout ça, bien entendu, disposé en triangle. Non, mais ils sont obsédés par leur symbolique. Et face à ça, nos milieux, ça ne réagit pas. Ils ne connaissent plus les symboles. Non, mais c'est toujours profil bas. Toujours cette mentalité de faible, essayer de se faire admettre, accepter par l'ennemi. Et plus on lâche, plus on montre qu'on est faible, plus l'ennemi en profite et vous monte dessus. Et ça a une fonction pédagogique en plus pour la majorité du peuple, qui reconnaît tout de suite bien entendu, qu'il y a le pouvoir, c'est évident. Avant, c'était écoutez, le clocher de l'église, la soutane du curé, la consécration de Macron le soir de sa victoire présidentielle devant la pyramide du Louvre, la commémoration du CRIF, etc., dans les salons du Colbert, je crois, c'est Colbert, salon Colbert, en dessous de la pyramide du Louvre, avec Macron. Donc, quand je dis que la maçonnerie est la fille du judaïsme, c'est ça. On les retrouve toujours ensemble, la main dans la main.
Que pensez-vous de l'initiative de la mosquée de Bordeaux d'accueillir une exposition sur la Shoah? Eh bien, je dirais qu'ils ne valent pas mieux que nos autorités religieuses. Et que j'aimerais que certains musulmans sincères s'insurgent un petit peu contre certaines de leurs autorités musulmanes, qui les trahissent. Passons aux questions concernant nos milieux, entre guillemets. Qu'est-ce que le MRJC, Mouvement Rural pour la Jeunesse Chrétienne? Pouvez-vous nous éclairer sur ce mouvement et sur leur position quant à l'avortement? Eh bien, ça rejoint un petit peu ce que l'on disait quasiment à l'instant, hein, ces milieux religieux qui lâchent surtout. Ce soi-disant mouvement de jeunesse chrétienne qui adopte une position pro-avortement. Donc voilà encore un exemple. Il lâche surtout. On peut se dire chrétien et pro-avortement. Oui, alors on se dit chrétien, mais ça, les mots, pour certains, les mots ne veulent plus rien dire. C'est une étiquette, oui. Alors, quelle est la différence entre, pour ce genre de chrétiens, quelle est la différence avec les francs-maçons? Et du coup, pour revenir sur les symboles, on a l'impression que les symboles chrétiens, eux, ne veulent plus rien dire. Parce qu'il n'y a plus de réelle volonté de continuer, il n'y a plus de réelle puissance aussi, tout simplement. Le poisson pourri par la tête. Perte de foi. Alors, il reste des tas de croix partout dans notre pays. Alors, on a l'impression que elles sont toujours des symboles aussi. Oui, tout à fait. Elles ne représentent plus rien, en fait. Oui. Un petit peu comme les vestiges de menhirs et autres. Mais pour oui, non, c'est évident, mais la grande responsabilité appartient à la hiérarchie de l'Église. Et je dois dire que le pape actuel est une calamité, c'est une catastrophe, cet homme. Catastrophe. J'ai vu d'ailleurs dernièrement une réaction d'un cardinal hollandais, cardinal Eijk, je crois, pas plus tard qu'hier soir, où il a carrément lâché le morceau en disant que c'est plus possible. C'est plus possible. Et alors, ce qui est d'embêtant, c'est qu'évidemment, cette ligne de plus en plus libérale, acceptant tous les poncifs mondialistes, etc., de François, apporte de l'eau au moulin aux cédés-vacantistes. Et le problème, c'est que l'action des cédés-vacantistes, c'est quoi? Ils critiquent, mais ils laissent faire l'ennemi au sein de l'Église. Ils abandonnent l'Église à ses ennemis. Et c'est ça que je condamne. Le combat traditionnaliste doit se faire dans l'Église. Pas à se contempler l'ombril en disant nous sommes les plus purs, etc. Surtout quand on voit les accointances de certains avec la nouvelle droite et autres guignols dans nos milieux. Je crois que j'en ai parlé dans ma dernière conférence, la droite la plus bête du monde. Si ça peut vous informer, il existe maintenant une certaine quantité, et même d'ecclésiastiques, de prélats, qui sont cédés-vacantistes à l'intérieur de l'Église. J'en ai découvert 2 dans des diocèses parisiens ou dans des congrégations... Oui, alors là, je ne sais pas si on peut interpréter ça comme ça. S'il faut une critique de la papauté telle qu'elle existe aujourd'hui, bon, on pourrait dire que oui, c'est un petit peu cédés-vacantistes. Mais et non, la critique du pape sur la ligne du pape que nous pouvons tous faire, c'est pas du cédé-vacantisme pour autant. Il est pape, je regrette beaucoup. Non, c'est des personnes avec qui j'ai discuté. Qui disent carrément qu'il n'est pas pape. Ils le disent. Alors après ça, quand on leur pose la question de qui recevez-vous votre juridiction, de quelqu'un qui n'existe pas, il y a un petit problème. Il y a un petit problème, il n'y a pas de réponse. Mais du coup, eux sont dans des structures tout à fait officielles. Congrégation reconnue, diocèse reconnu, etc. Et j'attends de voir avec impatience l'efficacité de leur action. On verra bien si votre théorie dans les structures officielles. La seule action possible, et c'est ce qu'on devrait attendre tout de même d'un certain nombre de cardinaux et d'évêques, c'est qu'il y ait un vent debout contre le pape, pour aboutir à sa destitution. Ils ont bien réussi à destituer ce malheureux Benoît XVI. Rappelez-vous, mon éditorial, ils l'ont eu. Je crois que tout était là.
ils ont réussi à se débarrasser de quelqu'un qui a essayé de remettre de l'ordre dans l'Église pour y mettre celui qui allait accentuer le désordre dans l'Église. Bien joué. Alors, Henri de Lesquen, dans un dernier entretien Mon Dieu, avec Virginie Vota et Adrien Abosite, a dit « Un musulman, on peut toujours le convertir au christianisme, par exemple, ou à la franc-maçonnerie. » Avez-vous un commentaire sur cette énormité ? Énormité. Plus nous allons, plus je vais, plus je découvre au fur et à mesure les différentes actions, déclarations de M. Henri dit de Lesquen, plus je me dis que cet homme est soit franc-maçon, soit imprégné de la maçonnerie. Et là, bon, le point de départ où je vais commencer à le critiquer, d'où la haine virulente qu'il a toujours à mon égard, c'est quand ça remonte aux années 2001-2002 à peu près, quand j'ai sorti l'histoire de son article du numéro 40 de la lettre du Globe de l'Horloge, dans lequel il disait que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 était l'acte de baptême de la nation française. Ce qui veut dire qu'avant, la France n'existait pas. C'est tout de même magnifique. C'est typiquement maçonnique. Alors maintenant, il vous dit, oui, aux musulmans. Et puis l'histoire du blasphème dont on a parlé la dernière fois. Mais il les accumule. Et tout ça sous les applaudissements d'un Jérôme Bourbon, des petits CD vacantistes, hein, qui trouvent ça normal, de la petite Vota, hein, aucun n'a renchéri. de Abosite. Non, c'est pas renchérir. Aucun ne l'a contredit. Il l'a contredit, oui, bien sûr. Hein, attention au sens des mots. Mais est-ce que c'est c'est pas hallucinant. d'abord sur le compte de son libéralisme, puisqu'il est quand même national-libéral. Il est national-libéral, il se revendique. Et nationaliste, parce qu'il se revendique aussi comme nationaliste, qui est une aberration totale et intégrée, parce que libéralisme et nationalisme, c'est antinomique. Que le pense. Non, mais libéral, d'accord. Oui, le propre d'un libéral, c'est qu'en principe, il accepte tout de l'ennemi, mais où est sa construction pour remettre la France sur ses bases? Quelles sont les propositions politiques? Bon, supposons Henri de Lesquen arrive au pouvoir demain. Merci là pour la catastrophe. Mais quel est son programme? Il va continuer comme Il va Macron, laisser blasphémer à comme libéraliser. un Sarkozy, comme un Hollande, comme un Macron. Nos symboles chrétiens. Au nom du libéralisme, comme vous avez dit très justement. Il va laisser faire. Donc quel est l'intérêt de ce personnage? Vous aviez déjà mis en garde contre Henri de Lesquen, c'est sûr, mais contre Asselineau et ses accointances maçonniques. Son parti, l'UPR, vient d'annoncer la création d'une fraternelle maçonnique. Un commentaire? J'ai envie de dire, quand est-ce que j'aurai tort? C'est tout de même hallucinant. Toutes les personnes envers lesquelles j'ai mis en garde, systématiquement, la suite des événements m'a donné raison. Hélas, je préférerais me tromper. C'est tout de même invraisemblable. Il y a quoi? Il y a environ, il doit bien y avoir 2 ans maintenant, que j'ai mis en garde contre Asselineau. Et pourquoi est-ce que j'ai mis en garde contre Asselineau? Je me suis donné la peine d'écouter ses discours, ses entretiens vidéo, etc. Je me suis donné la peine. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Un personnage, je vais me répéter encore une fois, mais il faut répéter puisque la question vient à propos. C'est le personnage qui, pour étayer sa politique, se revendique des grands ancêtres de la Révolution, du franc-maçon Clémenceau, fauteur de la Première Guerre mondiale, et de De Gaulle. De Gaulliste. Ah, merci de ces emblèmes, quand même. Alors, et c'est ça qui me sidère dans nos milieux, et je vois ça notamment par Facebook. Je passe beaucoup de temps, même trop à mon goût, mais enfin, quand je vois des énormités que des gens disent, ah oui, mais Asselineau, monsieur Faria, monsieur Lesquen,
il faut leur répondre à ces gens-là. Ne pas laisser dire. Et le problème, c'est de toujours leur dire, oui, mais si j'ai pris telle position contre ces individus, c'est du fait de leur déclaration, de leur prise de position. Point. Alors, si vous ne voulez pas tenir compte de ça, bien vous êtes je regrette beaucoup, vous êtes les derniers des chrétiens. Des crétins. Pardon. Ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. La maçonnerie a-t-elle été royaliste et légitimiste à ses débuts? Ça, c'est une vieille tarte à la crème, si j'ose dire. C'est de prétendre que la maçonnerie a changé. Et qu'au début, c'était très bien. Alors, il s'appuie sur le fait que une très grande partie de la haute aristocratie française, et même au sommet de la monarchie, le roi, puisque Louis XVI semble bien avoir été initié comme ses deux frères, c'est-à-dire les futurs Louis XVIII et Charles X. Je vais en parler d'ailleurs cet après-midi dans ma conférence. Il ne faut tout de même pas oublier que Louis XVI a été abreuvé, nourri de la littérature du chevalier de Ramsay, haut dignitaire maçon, avec son Télémaque. Or, Télémaque, c'était quoi? C'était une espèce de pamphlet contre la monarchie de droit divin. Alors, comment voulez-vous qu'un Louis XVI, avec ses idées de ses ennemis, puisse comprendre et réagir face à la révolution qui se développe? Mais c'est hallucinant. Et je paraphraserai Napoléon, qui pour une fois avait dit quelque chose de juste. Che coglione, quel couillon. Le problème, c'est qu'il en a fait autant, Napoléon. Ça, c'est dans mon livre Bonaparte, Hitler, Poutine. Et c'est étonnant parce que ce genre d'idées, on les retrouve sur des sites légitimistes. Comme quoi la maçonnerie aurait été royaliste et légitimiste. Mais tous nos milieux sont contaminés. Si on ne remonte pas à l'origine des choses, si on ne connaît pas les textes d'origine, on se fait avoir. On se fait avoir. Pas tous les textes légitimistes, certains textes monarchiques. Mais tous les monarchiques ne sont pas légitimistes. Et je voulais dire, attendez, il y a quelque chose que je voulais rajouter. Donc, pour répondre à votre question, la maçonnerie a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Par ces textes, et ça je l'ai, je crois, clairement défini dans mon livre La maçonnerie, ça n'a absolument pas changé. La grande tromperie de la maçonnerie, c'est, comme je dis toujours, son double visage. Alors, le visage qu'on présente, rappelez-vous la lettre de Marie-Antoinette, répondant à sa sœur, sur la maçonnerie, sa sœur qui lui disait « fais attention à l'action de la maçonnerie, etc. » Et Marie-Antoinette dit « non, mais non, c'est une société de plaisir, on s'amuse, on boit bien, etc. » Et le roi dit qu'une société qui s'amuse, etc., etc., n'est pas révolutionnaire, mais voilà, ils ont été couillonnés. Donc, pour répondre à votre question, la maçonnerie n'a rien changé. Ça n'a fait que s'aggraver. Mais tout était déjà dans les textes du début, mais sous une forme rassurante qui a fait que à la fois les imbéciles et les arrivistes, parce qu'il y en avait déjà à l'époque. C'était une sorte d'entrisme. Mais c'est un autre. C'était un entrisme d'une part, et j'aime bien Beethoven, j'aime bien Mozart, mais le nombre de musiciens qui, pour avoir des commandes, sont entrés en maçonnerie, c'est toujours la même chose. Et ça c'est le 99% de la force de la maçonnerie, ce sont tous ceux qui adhèrent à la maçonnerie parce qu'ils en ont besoin pour arriver. Parce qu'ils n'ont pas les capacités par eux-mêmes pour le faire. Alors, peut-on se dire nationaliste sans être catholique? Que diriez-vous à un nationaliste païen? C'est une très bonne question, ça. C'est totalement incompatible. Qu'est-ce que le nationalisme, en tout cas le nationalisme français?
C'est une démarche qui commence en réaction aux idées internationalistes de la Révolution française, et qui, dans sa réaction, pour se formuler, remonte à nos racines. Quelles sont nos racines? Ce sont celles qui commencent avec la conversion de Clovis, roi barbare, païen. Païen. Donc, se dire païen et nationaliste, ça ne colle pas. Vous voyez? Alors, par contre, quelqu'un comme Maurras qui se dit agnostique, c'est possible, parce que dans le terme agnostique, il n'y a pas d'opposition au christianisme. C'est simplement la notion je n'arrive pas à croire. C'est pas un refus. Voilà. Je n'arrive pas à croire. Mais c'est pas. Et c'est pour ça que Maurras reste tout de même un des maîtres des nationalistes français, quel qu'il ait été agnostique. Mais se dire païen nationaliste, ça colle pas. C'est comme un Lesquin se disant libéral et nationaliste, ça colle pas. Ou alors, les mots n'ont plus aucun sens. Et justement, dans ma conférence de cet après-midi, je vais revenir lourdement encore une fois sur ce que j'ai traité dans mon livre Le nationalisme français, c'est ce que représente le terme nationalisme, son essence même. Il faut le rappeler. Si on veut tout mélanger, évidemment, c'est la tour de Babel. Alors ça marche pour la France parce qu'elle est née d'une conversion, mais oui. On peut se dire un Italien ne va pas. Mais ce que je veux dire, il peut être. Mais c'est pour ça que justement l'expérience française est très particulière et que toutes les réactions nationalistes qui ont eu lieu dans la première moitié du XXe siècle s'en sont inspirées, mais n'ont pas les mêmes racines. Sauf, je dirais tout de même pour le Portugal, pour l'Espagne, en partie pour l'Italie, mais pas pour l'Allemagne. D'où toutes les déviations invraisemblables qu'il y a eu. C'est pour ça que j'ai voulu traiter de ce sujet-là, justement, dans mon dernier livre, Bonaparte, Hitler, Poutine, c'est que dans le milieu, Hitler, il faut arrêter avec cette fantasmagorie. Hitler nous a foutu le bordel innommable dans lequel nous sommes aujourd'hui. S'il n'avait pas été belligérant comme il a été, plongeant tête baissée dans toutes les provocations des alliés poussés par derrière par qui vous savez, on n'aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale alors que toute l'Europe était en train de devenir nationaliste. Merci Hitler. J'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un citoyen israélien, d'ailleurs il se présente comme ça au début de l'entretien, et il dit ce qui tue la France, c'est peut-être la France. Il faudrait revenir à des racines ethniques gauloises, dit-il dans sa vidéo, et il faut que les Français se débarrassent de la France pour revenir à la Gaule, comme les Israéliens ont dû se débarrasser de la Palestine pour revenir au vrai Israël. Eh bien, c'est remarquable comme analyse. Il a très bien pigé justement ce qui est dangereux pour eux. Et c'est pour ça que je suis contre la tradition gauloise. Les Gaulois n'ont rien construit. Ce sont les Francs qui ont constitué la France. Et dans toutes les querelles que nous avons dans nos milieux aujourd'hui, c'est l'esprit gaulois qui transparaît. Il n'y a plus cette notion d'organisation dans un but. Une cohésion autour de principes fondamentaux. Aux principes fondamentaux qui a commencé à émerger avec Clovis. C'est incroyable. Quand on regarde cette construction de la France, on se dit, mais comment est-ce que ça a pu être possible que de roi en roi, il y ait eu toujours ce même dessein national qui primait surtout. C'est pas la Gaule qui a créé ça. Mais on en reparlera cet après-midi dans ma conférence. Je vois que la question suivante est consacrée aux dernières nouvelles des brigands. Alors je ne suis pas au courant. Donc, je vous pose la question, vous devez sans doute avoir un peu potassé le sujet. Bon, il y a eu deux événements, je pense. Je ne sais pas qui a posé la question.
Bon, comme c'est un panier dans lequel toutes les questions arrivent, y compris d'internautes qui nous posent des questions, donc qui sont inclus souvent dans les questionnaires du jour. Il y a eu 2 événements relativement récents. Le premier, ça a été comment dit-on, le reportage de Vincent Lapierre sur les brigandes. Quelque peu complice, je dirais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai vu, quelque peu complice. C'est du baratin. C'est du baratin. Les questions-réponses, c'est vraiment du baratin. C'est inconsistant, et c'est ça qu'il y a de dérangeant chez les brigandes, c'est que par moments on se dit tiens, c'est pas mal ça. Et puis derrière, on se dit mais qu'est-ce qu'elles veulent dire réellement? C'est bizarre. Et alors tout dernièrement, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que parce que j'ai réagi à celui qui me l'avait envoyé, c'est peut-être pour ça l'origine de la question d'aujourd'hui, c'est que le mari, je ne sais pas si le mari ou le compagnon, comme on dit aujourd'hui, de l'une des brigandes porte la kippa. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ne fais pas de crise de paranoïa. C'est ça. Simplement, c'est pas très compatible. C'est pas compatible. Pourquoi est-ce que Vincent Lapierre, qui a des qualités, incontestablement, n'a pas relevé ce fait? Surtout quand on appartient à égalité et réconciliation. Que pensez-vous de l'action promise par Éric Floril avec son CNT, Conseil national de transition, et de la déclaration de Marc Granier? Alors, je dirais que Éric Floril, c'est un petit peu le même cheminement que pour Asselineau. Ça me fait pas, vraiment, c'est quasiment du copier-coller, mais avec une donnée supplémentaire. C'est que quand j'ai vu, et Dieu sait si j'ai été interpellé par des internautes à ce sujet, le Conseil national de transition. Quand j'ai vu ce nom, je me suis dit, mais c'est la grenouille qui veut se faire plus gros que le bœuf. Il faudrait rappeler ce qu'il voulait en fait. Il voulait que Alors, faire une journée de... Oui, non, mais ça c'est venu après. Non, mais au début, c'était quand c'est là, on va renverser la République, on va renverser Macron, en tout cas, dernièrement, c'est ce qu'il disait. Alors, pour la petite histoire, je crois que je vous en ai parlé aux uns ou aux autres, mais je crois que je ne l'ai pas encore dit en public, donc je vais rappeler ce qui s'est passé entre ce monsieur Fiori et moi. Au mois de mars, c'était environ une semaine ou 15 jours avant ma conférence du mois de mars, je reçois un mail de ce monsieur Furier me disant j'apprécie beaucoup vos conférences, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Me disant oui, on frotte la manche, bravo Eric, vous avez tout compris. Me disant, voilà, il faut qu'on se voit, qu'on se réunisse, et me proposant une fusion entre nos 2 structures. Alors, je me dis, bon, je ne vais pas l'envoyer me balader, je vais voir tout de même comment il compte faire ça. Et je lui dis, bah écoutez, venez à ma conférence de mars, je ne me rappelle plus la date, et on en discutera après de tout ça. La conférence se passe, pas de M. Fiori. Et puis bon, les mois, 2 mois ont passé à peu près, et on arrive donc à ces derniers jours où on nous sort un gradé des CRS qui sort de déclarations qui sont pas mal. Et quand j'ai vu ça, d'une part, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. Et la première réaction que j'ai eue dans la réponse à ceux qui m'ont interpellé là-dessus en disant que c'est formidable ce qui sort, tatati, tatater. Et là, j'avais l'impression d'avoir face à moi un acteur. Il avait l'air rigolard. Ça vous a pas frappé ça? Je trouvais, je sais pas,
J'ai l'impression que ça se dépasse sincère. Alors, quel est ce CRS? J'en sais rien. Première fois que j'en entends parler. Résultat des courses, il aurait été arrêté. Bon, j'ai eu d'autres échos comme quoi c'est uniquement M. Fiori qui aurait dit qu'il a été arrêté. Donc, j'en sais pas plus là-dessus. Mais alors, tout de même, il y a une chose curieuse. Si ce CRS, invité par Fiori, a été arrêté, comment se fait-il que quand ce M. Fiori appelle à la révolution avec son parlophone, etc., on ne l'arrête pas lui aussi? Il y a un petit problème là. D'où ma conclusion, au mieux c'est un affabulateur, au pire c'est un provocateur. Et alors Éric Floril, c'est également... Et puis alors, je m'excuse de vous interrompre, Dan, avez-vous vu les images de sa pseudo-manifestation du 5? Oui, c'est trois pelés attendez. Alors, pour ça que je disais, quand j'ai vu pour la première fois l'intitulé de son soi-disant mouvement, je me suis dit, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Plus grosse que le bœuf. Et donc, Éric Floril, c'est également l'auteur de la démosophie, donc la sagesse du peuple. Que pensez-vous de cette sagesse du peuple? Ben justement, c'est invraisemblable, c'est encore une notion républicaine. Et oui, une chose aussi que j'oubliais, c'est que dans une de ses dernières productions, il y a un petit carton sur le côté droit de la page, égalité, fraternité, liberté, égalité, etc. quoi. Donc, voilà. C'est comme Asselineau, on n'en ressort pas. Ce sont des républicains, la République, la Révolution. Alors expliquez-moi comment ces gens qui se grattent parce que ce que donne la Révolution ne leur plaît pas, se réfèrent quand même à la Révolution. C'est un problème là. Ils ne remontent pas aux causes. En fait. Ils ne remontent pas aux causes, voilà, je voulais vous l'entendre dire. C'est typique là, quand vous voyez quelqu'un qui vous fait une critique, par exemple l'Europe comme Asselineau, etc., mais qui ne remonte pas aux causes, vous dites il y a un problème là. Ou c'est un crétin ou c'est un escroc. Comment voulez-vous critiquer une situation qui découle des principes que l'on appelle au secours pour remédier à ce qui vous dérange? Il y a un problème là quand même. Il y aura les mêmes conséquences, c'est sûr. Ça va aggraver. Alors, souhaitez-vous revenir sur les plagiats de Monsieur Livernette? Ah, celui-là, on commence à en parler un petit peu trop, franchement, fatigue. Mais alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que, à la suite de mes coups de boutoir contre cet individu, du fait des plagiats que j'ai constatés de sa part sur mes travaux, il y a d'autres personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'eux aussi avaient été plagiés. Il y en a même un qui m'a dit que s'il le trouvait face à lui, il casserait la figure. Alors je ne sais pas quel est le meilleur boxeur des deux, mais ce serait intéressant de voir ça. On passe aux questions à l'international. Vladimir Poutine s'est exprimé sur la politique des pays occidentaux qui bafouent leurs racines et leurs traditions. Il a dénoncé le politiquement correct et nos politiques pour qui, citation, la foi en Dieu est la même que la foi en Satan. C'est exactement ça. Il a tout compris. C'est que beaucoup de nos milieux n'ont pas encore compris. On a commencé par Hillard. Et c'est vraiment... Ce personnage de Poutine est incroyable. Je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure à l'occasion de ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Mais sa réaction dans cette affaire-là, et je pense que vous allez me sortir une question là-dessus, donc je me réserve. L'actrice américaine Alison Mack est accusée de trafic sexuel pour avoir recruté des femmes et des enfants dans une secte dont elle est membre depuis plusieurs années. N'est-ce pas le signe du pourrissement de la société occidentale? Cette même société libérale avancée que vantait d'ailleurs un certain... Ah oui, justement, c'est ce que je voulais commenter. C'est que c'est l'aboutissement justement de cette société libérale avancée. Je dirais avancée comme on dit d'un fromage qui commence à pourrir, quoi. C'est ça, c'est le satanisme, c'est le satanisme au nom du divin marquis de Sade. Oui, c'est ça. Notre société est imprégnée de Sade.
C'est un des grands auteurs de la Révolution. Pas oublier ça. Et toutes ces histoires de pédophilie, de sacrifice d'enfants après viol, après etc., c'est ça. Il faut connaître l'œuvre de Sade. Je n'ai pas tout lu, mais je vous garantis que c'est illisible. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui par certains petits coups de projecteur qui sortent par-ci par-là, c'est l'aboutissement de Sade. Donc c'est la société dans laquelle ils veulent que l'on vive. Exactement. Et alors, de Sade, au protocole des sages de Sion. Parce que l'avilissement de la société, c'est le fondement même des protocoles des sages de Sion. Pourquoi avilir la société? Parce qu'une société avilie ne réagit pas. Alors, est-ce qu'on en est? Que dire de la dernière rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump? Je dirais que d'abord, c'était du cinéma. Du cinéma utile pour les deux, parce que Trump a besoin d'avoir un certain écho en Europe, et Macron fait très bien l'affaire. Mais le plus important, le plus intéressant, le plus significatif, ça a été la photo où Macron est pris en photo sur le balcon de la Maison Blanche en compagnie de Trump, de l'épouse de Trump, mais on ne la voit pas, je pense que sa Brigitte est beaucoup plus décalée, on ne la voit pas. Et alors qu'est-ce qu'on voit? On voit Macron, les deux bras dressés, son bras gauche est en partie masqué par le bras de Trump qui, je crois, fait un signe comme ça, presque un signe comme le poing bolchevique. Mais le plus beau, c'est qu'on voit Macron, quand on regarde bien la photo, et ça a servi d'illustration au dernier numéro de mon éditeur, enfin mon éditorial du dernier numéro de la Politique. On voit Macron faire ça. Ah, c'est clair. Ça se voit? Ça se voit. C'est une maçonnique. Oui, c'est signé, oui. Maçonnique satanique. Que Sarkozy avait déjà fait. Oui. Vous l'avez, je l'ai reproduit dans ma plaquette sur Sarkozy. Si. Et il n'est pas le seul. On le trouve chez Bush. Oui, ils l'ont tous On le trouve chez différents dignitaires américains. C'est le site satanique de reconnaissance entre eux. Les chanteurs, les acteurs, ils font aussi. Et alors, quand je vois des commentateurs politiques qui nous disent que Macron a réussi à faire ce que la droite ne faisait pas, ils se moquent du monde. Macron, ce n'est ni la droite ni la gauche, c'est la judéo-maçonnerie. Et en plus de ça, quand on connaît ses origines que j'ai sorties dans l'avant-dernier numéro de la Politique, il n'y a rien d'étonnant. C'est pour ça qu'il s'entend très bien avec un certain monsieur Califat du CRIF et compagnie. On les retrouve toujours. Vous grattez un tout petit peu et vous les trouvez. Que pensez-vous de la décision de Donald Trump justement de déchirer l'accord passé avec l'Iran sur le nucléaire et quelles conséquences cela risque-t-il d'engendrer? Bon, je pense qu'il y a deux volets à cela. Le premier volet, c'est pour obéir à Netanyahou. Il a fait exactement ce que Netanyahou voulait qu'il fasse. Mais en plus de ça, il y a un volet économique contre l'Europe. Parce que l'Europe, et notamment la France, depuis qu'il y a eu ce traité, a pu se réintroduire en Iran, notamment Peugeot, Renault, Total, etc. Bon. Donc, il y a ce volet de complaire à Israël, à Netanyahou, et Netanyahou se sert de ça aussi pour faire oublier ses affaires de scandale financier, de détournement d'argent.
parce qu'il n'est pas clair, le bonhomme. Hein, il a des procès en Israël qui sont toujours en cours. Donc cette affaire de déchirement du papier en question par Trump est très curieuse. Il y a plusieurs volets. Il y a le volet israélien pour servir Netanyahou, il y a le volet économique pour les intérêts américains, économiques américains, et il y a une chose qui me chatouille mes petits neurones. C'est que quand on voit Macron apparemment s'opposer à la décision de Trump, je me dis, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu de rôle entre Trump et Macron? Je déchire le papier, toi, Macron, tu t'occupes de faire croire aux Iraniens que, en fait, c'est pas tout à fait déchiré parce qu'avec l'Europe, ça va pouvoir encore fonctionner, de façon à retenir les Iraniens de relancer leur problème atomique et donc les neutraliser. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tordu de tordu. Donc ils auraient le beurre et l'argent du beurre et la crémière avec. Des armes jusqu'alors inconnues auraient été utilisées lors des événements du 11 septembre. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, j'ai vu passer cette information, je trouve ça excessif comme terme. Arme inconnue. Ce que l'on sait de tout ce qui a été déjà documenté, que l'on peut toujours et de plus en plus trouver sur Internet, le problème de l'effondrement des tours est bien documenté. C'est un problème de minage des points de support des tours. Bon. Et il y a eu des explosifs de type militaire. Était-il nouveau, était-il pas nouveau? Je n'en sais rien. C'est pas ça qui est intéressant. Mais parler d'armes, c'est pas une arme qui a été utilisée. Ce qu'on a voulu, c'est fabriquer une image pour le public naïf. Des tours qui s'effondrent avec des soi-disant avions qui pénètrent dedans sans s'éparpiller en 1000 morceaux. Ça, c'est absolument aberrant. Quand on revoit les photos qui nous ont été présentées le 11 septembre, vous voyez un avion qui pénètre dedans, absorbé, et il n'y a pas de morceaux de carlingue, d'empennage, d'ailes, etc. Ça définit de la physique. C'est un hologramme. Ou un effet spécial. Mais regardez les films d'épouvante américains, c'est ce que c'est ça. C'est ça. Donc, parler d'armes, etc., non, je n'appellerai pas ça comme ça. On n'a même pas besoin de ça pour l'effet qui a été obtenu. Alors bon, on va revenir quand même là. Sur Benjamin Netanyahou prétend détenir des preuves sur le programme nucléaire développé par l'Iran. À cette occasion, pouvez-vous revenir sur le projet que met en place Israël? Et l'Iran aussi d'ailleurs. J'ai l'impression que l'Iran développe une politique sur toute la région. Vous me laissez répondre. Bon, eh bien, la politique de Netanyahou, c'est très simple. D'une part, il a besoin pour continuer à être appuyé par les États-Unis, à présenter l'Iran comme un danger. Bon, c'est le même cinéma qu'on nous a fait avec l'Irak. Saddam Hussein et compagnie. Exactement, c'est du copier-coller. Ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Et ce qui a marché une fois, ils essaient de le faire marcher une deuxième fois. En fait, quel est l'objectif de Netanyahou, comme de tous ses responsables israéliens? C'est toujours leur obsession du grand Israël. Eretz Israël. On n'en sort pas. Pour qu'il y ait ce grand Israël, il faut que tous les pays constitués de la région explosent. Et rappelez-vous une citation que je redonne très, très souvent, que je redonnerai encore cet après-midi d'ailleurs, celle du néoconservateur juif américain Michael Ledeen, qui disait pour arriver au nouvel ordre mondial, il faut créer le chaos, un truc dans tout là. Le problème n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire. Tout est là. Donc il faut qu'ils atomisent tous les pays de la région, plus d'Irak, plus de Syrie, plus d'Iran, plus de Palestine bien entendu, plus de Liban.
De façon, et à la limite, plus légitime. D'ailleurs, rappelez-vous une des citations que j'ai données dans mon livre, le complot mondialiste d'Ariel Sharon, le soi-disant Israël biblique, mais c'est invraisemblable. Alors là, c'est... Donc, c'est ça, pour répondre à votre question, c'est cette obsession messianique, encore une fois, juive, Et alors, leur rêve, c'est d'avoir un bastion terrestre au Moyen-Orient avec Israël, le Grand Israël, tout en étant internationaliste. On joue sur les deux, alors qu'on ne vienne pas me dire « Ah oui, mais il y a les juifs internationalistes et il y a les juifs nationalistes. » C'est la même chose. Ce sont simplement deux volets différents. Et du coup, que vaut la stratégie iranienne de faire un grand arc sous influence iranienne qui part donc de l'Iran jusqu'à... Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Alors là, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé, ça va être aussi un des sujets que je vais traiter dans ma conférence de cet après-midi. L'Iran est un ancien empire. Ils ont une vocation impériale. Donc ils sont en train de reconstituer leur empire. Et c'est là que ça rentre en conflit avec la volonté de puissance israélienne. Et je préfère 1000 fois que ce soit l'Iran, chiite, qui domine la région, puisque la Syrie c'est une branche, la Syrie c'est une des branches du chiisme, en Irak il y a une très forte majorité chiite aussi, bien que Saddam Hussein ait été sunnite, il faut le savoir aussi, c'est très curieux, les choses sont plus complexes qu'on ne le croit. Mais... Donc c'est un jeu très subtil qu'il faut tout de même observer avec attention pour ne pas tomber dans certains pièges, mais ce qui va découler des événements au Moyen-Orient va conditionner l'avenir du monde, ça c'est certain, et peut-être au travers d'une guerre mondiale. Je crois plus au développement d'une guerre mondiale au départ du Moyen-Orient que du côté de l'Ukraine, à moins que ce ne soit multipolaire. D'accord. Selon le général Dominique Delaguarde, l'opération Hamilton, au cours de laquelle 12 missiles français auraient été tirés sur des centres dits de fabrication d'armes chimiques En Syrie, ne s'est pas déroulée comme prévu. Avez-vous une explication ? Je crois que j'ai une explication et je pense qu'elle est valable. C'est que, en fait, contrairement à Hitler, Poutine n'envoie pas ses divisions. Il essaye de paralyser l'adversaire. Parce que c'est tout de même incroyable, cette histoire de l'opération Hamilton. Comme David Hamilton, ils ont de curieuses références. Vous voyez qui c'est, David Hamilton, ce photographe qui filmait des toutes tendres jeunes filles. Drôle de personnage. Pourquoi est-ce que les fusées que les bateaux français, les frégates françaises devaient lancer, n'ont pas pu fonctionner? Parce qu'on nous dit que si, celle du bateau, je ne sais plus lequel, ça a fonctionné, mais pas les deux autres. Moi je crois qu'il n'y en a aucun qui a fonctionné. C'est parce que maintenant, la Russie, comme la Chine, mettent la priorité sur la paralysie de l'adversaire plutôt que de l'affrontement militaire direct. Rappelez-vous, c'était en 2016. Quand 2016, c'était encore avec Clinton. Il était question de faire le lendemain la guerre à la Syrie. Avec Obama. Hein? Obama, oui, Obama, Clinton d'ailleurs. Et il y avait eu, juste avant, la veille je crois, un exercice conjoint américano-israélien avec lancement de fusées.
ces fusées ne sont pas arrivées là où elles devaient arriver. Le lendemain, on ne parlait plus de guerre contre la Syrie. Et là aussi, qu'est-ce que ça a été? Ça a été un brouillage, message à faire passer. On peut détourner vos fusées où on veut. Donc la grande politique, et regardez ce qui s'est passé dernièrement, je ne sais pas si on va en parler, mais enfin, puisque c'est connexe, quitte à me répéter, je le ferai. Certains se sont étonnés que Poutine n'ait pas réagi à la soi-disant réaction américaine aux soi-disant frappes iraniennes sur le Golan. Puisque l'argumentation israélienne, les Iraniens nous ont bombardés, je bombarde leur position en Syrie. Bon. Et certains ont trouvé que Poutine n'avait pas réagi comme il aurait dû normalement, selon eux. Mais si Poutine avait réagi comme un Hitler ou comme un Bonaparte, sans ses divisions, c'était la Troisième Guerre mondiale qui s'enclenchait. Ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait quand il a invité Netanyahou au défilé à la Place Rouge, avec toutes les nouvelles armes russes? Ah, mon cher Benjamin, tu vois, voilà nos nouvelles armes. Faut pas nous chatouiller. Donc, le grand jeu de Poutine, c'est je ne vais pas tomber dans vos pièges, mais comprenez bien que si vous voulez aller plus loin, nous avons la possibilité de vous paralyser. C'est ça que j'aime dans la démarche de Poutine. Et c'est grâce à cette position que, pour l'instant, il nous préserve d'une Troisième Guerre mondiale. Alors, selon vous, qui bloque l'enquête de l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, qui n'aurait pas encore atteint la Douma? Alors c'est très curieux parce qu'on nous a fait, d'une part ça a été difficile à obtenir, qui est cette délégation d'experts. C'est la Russie qui l'a demandé d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est la Russie qui l'a demandé. Et bon, apparemment ils sont arrivés sur place, mais ce qu'il y a tout de même de curieux, c'est qu'on n'a pas de nouvelles sur ce qu'ils ont trouvé ou pas trouvé. On n'en parle plus. L'édredon est retombé. On étouffe. Alors, qu'ont-ils trouvé qui pourrait être dérangeant pour l'Amérique sioniste, pour l'Angleterre? Parce qu'en fait, c'est du même acabit que l'affaire Skripal. C'est du même acabit. On fait semblant, on accuse les Russes, mais quand il s'agit de fournir des preuves... Et à chaque fois, il y a le même scénario qui se met en place. Oui, c'est le même scénario. Vous avez les autorités suprêmes de tous ces pays, États-Unis, Angleterre, etc., qui ont tout d'un coup des réactions hystériques. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment pathologique. Ah non, mais tout à fait. Vous avez toute une armée de valets dans les studios qui sont là pour dire ton Trédoc est beaucoup plus calme. Non, il n'y a rien. On est blanc comme neige, les autres, c'est des salauds. C'est ridicule, c'est le même scénario. Non, je dirais c'est odieux. C'est odieux. D'hypocrisie, c'est odieux. Alors, la Turquie attaque le dollar et rapatrie ses réserves d'or entreposées à la Fed. À votre avis, pour quelle raison? Bon, pour une raison très simple, c'est que le petit père Erdogan n'a pas particulièrement apprécié que les Américains essayent de le renverser pour mettre à la place leur créature Gulen. Ça, il n'a pas pardonné. Et... Là, il est particulier, Erdogan. La manière avec prudence, et là encore, le jeu de Poutine, je ne peux pas m'empêcher d'applaudir, parce que, rappelez-vous tout de même, Poutine s'est fait démolir 1 ou 2 avions, je ne sais pas, par l'aviation turque, il y a 1 an et des poussières. Qu'aurait fait un Hitler? Il aurait répondu, il aurait bombardé la Turquie fait partie de l'OTAN, qu'auraient fait les États-Unis, etc., et nous, petits Européens, et on a enclenché la petite guerre. Qu'a fait Poutine? Il a protesté à l'ONU, il est resté tranquille, il a laissé faire l'événement, et puis quand est arrivée l'histoire du complot, il a accueilli Erdogan
en Syrie sur une base russe, et puis il a laissé faire les événements. Surtout, il a demandé aux citoyens russes de ne plus se rendre Oui, comme touristes oui, en Turquie. bien entendu. Et c'est quand même à noter que plus de 90% Et de ça a ces été citoyens, une perte sèche économique pour la Turquie. 93% je Bien crois des entendu. Russes ont obéi, ce qui Oui, bien indique entendu. quand même une cohésion nationale en Russie qui est très forte. Exactement. Et du coup, les places n'étaient pas chères pour le tourisme en Turquie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec Poutine, c'est qu'il sait attendre. Il s'est fait mal aussi, hein. Et il sait faire mal aussi, mais il sait attendre. Dans les choses qui sautent aux yeux du grand public, il ne fait pas des trucs spectaculaires. Il sait attendre, il laisse mourir. Et c'est comme ça qu'en fait, si on observe jour après jour ce qui se passe dans le monde, on apprend qu'il y a tel pays qui se réarme avec des armes russes, qu'il y a une nouvelle base russe qui s'implante là, une autre là, une autre là. Le Pakistan, par exemple, qui était tout de même chasse gardée des États-Unis, travaille avec la Russie maintenant. L'Afghanistan qui est en train de basculer aussi. Et toc, 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 toc. Et c'est pour ça qu'on risque la Troisième Guerre mondiale. C'est que les États-Unis en sont parfaitement conscients et ils savent que leur temps est limité. Je vais en parler cet après-midi. Les Pays-Bas viennent de supprimer toute possibilité de référendum. On a vu une explication. Ce qui dérange, on supprime. Mais n'est-ce pas ce que un certain Sarkozy a fait? Rappelez-vous le référendum que bien imprudemment ce brave Jacques Chirac avait fait pour demander l'avis des Français sur la Constitution européenne, que les Français, pour une fois pas trop idiots, avaient refusé. Eh bien, qu'a fait notre petit Nicolas Sarkozy, marin de Salonique? Traité de Lisbonne. Traité de Lisbonne, Ratifié où par il le a fait Champ. ratifier ça par une session extraordinaire du Parlement européen à Versailles, pour faire plus Le sérieux. Parlement français. Parlement français, dit français. Et voilà, passé Muscat, comme quoi la volonté du peuple, n'est-ce pas, a été bafouée. Comment interprétez-vous la réconciliation des deux Corées? Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je trouve que le coup de Kim Jong-un est génial. On croyait le percevoir, enfin on nous le faisait percevoir comme quelqu'un de primaire, un gros Bouddha, pas très malin, me fasse en guerre, la petite fusée, la bombinette, etc. Et puis on apprend, il n'y a pas tellement longtemps, qu'il tend la main à son collègue de Corée du Sud. Et le plus curieux, c'est que apparemment ça marche du côté de la Corée du Sud. Alors, pourquoi? Et pour une raison très simple, qui est passée tout de même assez inaperçue d'un certain nombre de commentateurs, c'est qu'en Corée du Sud, il y a eu une mini-révolution. L'ancien président de la République de Corée du Sud, homme des Américains, ayant un petit peu trop trafiqué avec les deniers du peuple, s'est fait virer. A été remplacé par, je ne me rappelle plus le nom de l'actuel, qui est beaucoup plus indépendant des États-Unis. Et c'est ce que Kim Jong-un a parfaitement compris. Il a saisi l'occasion de voir cette distanciation du nouveau président de Corée du Sud pour tendre la main. Pour l'instant, ça marche. Je ne crois pas que ça marchera avec Trump, parce que ça m'étonnerait beaucoup que la Corée du Nord abandonne son programme atomique, parce que c'est son parapluie. Donc, mais c'est très intéressant, parce que c'est action-réaction, c'est... Et alors, dans ce petit jeu-là, bien entendu qu'il y a la Chine et la Russie qui est derrière. Donc oui, mais c'est un jeu d'une subtilité, mais extraordinaire. C'est la sagesse de l'Orient extrême, de l'Orient relatif avec la Russie, de mettre en échec. Je ne sais pas quel est le jeu chinois qui correspond, mais il y a certainement une correspondance. Moi, je me régale quand je vois ça, je me régale.
C'est de la haute politique, ça. Alors que la géopolitique américaine n'est pas aussi fine. C'est, Il y a monsieur Elle est Macron, primaire. pour une C'est fois abandonner toutes cow-boy, vos armes, le cow-boy. quand vous avez Pan. pu vous écraser. Merci. Ouais, les États-Unis demandent à tous ces pays-là de se désarmer gentiment, volontairement par eux-mêmes, avant de se faire écraser. Ben, bien entendu. Et du coup, les autres, bon, après quelques exemples, ils font non, on va pas faire ça quand même. Ouais, C'est frappant la grossièreté de la politique Ah américaine. non, mais ce sont des primaires, des primates. C'est épouvantable. Et c'est ça qui gouverne le monde, qui prétend gouverner le monde. Non, c'est pour ça le grand espoir. Bon, mais ça on en reparlera cet après-midi. Nous avons terminé notre entretien. Merci. Terminé. Ben, merci à vous. Merci. Hein. Merci à vous. Merci pour les qualités des questions. Et je pense que ça fera réfléchir un certain nombre de personnes. En tout cas, c'est le but. Ouais. Allez, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.